Il y a un scénariste dont vous savez à quel point je lui voue un culte, c'est bien le grand Shane Black, qui a très tôt compris un des préceptes du grand Alfred Hitchcock, qui voulait que pour un bon script, l'idéal était de mettre une personne ordinaire et le placer dans une situation extraordinaire, afin que le public puisse plus facilement s'identifier à lui. Shane Black est-il encore besoin de le dire, est l'homme derrière les histoires, parfois remaniées, de L'Arme Fatale 1 et 2 de Richard Donner, Le Dernier Samaritain de Tony Scott, Last Action Hero de John McTiernan, dont vous avez bien sûr toutes les vidéos sur cette chaîne, et sera un scénariste d'Invisible aussi, ce qu'on appelle un script doctor, qui va remanier certaines histoires pour les rendre meilleures, comme ce sera le cas sur Predator et À la poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan, ou Le flic ou zombie de Mark Goldblatt. Pour ce au revoir à jamais, il va recevoir le cachet le plus important de l'histoire à l'époque, 4 millions de dollars, 18 millions de francs en 1996. Un cachet important qui va lui attirer les foudres d'autres scénaristes, et le succès mitigé du film l'obligera à quitter Hollywood pendant 9 ans. Il ne reviendra qu'en 2005 avec un Kiss Kiss Bang Bang absolument parfait qui va non seulement scénariser, mais aussi réaliser. Qui s'assoit quand il pisse et qui... Ça suffit, vous allez me faire bander à force. Ici, le scénariste va donc accumuler les punchlines dont Samuel L. Jackson en est gavé, même parfois juste par le jeu de l'acteur, ses mimiques de visage qui tapent absolument juste. Il y aura 6 réécritures afin d'adoucir certains passages extrêmement violents et saignants, ce qui permet aussi de baisser le budget de plus de 30 millions. Une histoire qui semble basée sur ce que l'écrivain Robert Ludlum avait écrit avec son Jason Bourne, où ici Samantha Cain, institutrice sans histoire dans une petite ville américaine classique, souffre d'amnésie sur sa vie précédant 7 années. Il m'arrive souvent de me regarder dans la glace, nue, essayant de deviner mon âge. Un soir, elle va percuter un cerf sur la route, va abréger les souffrances de ce dernier en lui dévissant la tête. Et quelques réflexes et souvenirs vont commencer à lui taper la tête et elle va se retrouver agressée chez elle par un inconnu. Je suis de retour. Tu es au courant, non? Je suis Charlie. Elle va à sa grande surprise se rendre compte qu'elle se bat comme une professionnelle, autant avec ses mains qu'avec ses armes. Je suis couverte de cicatrices. Amnésie rétrograde. Elle va donc partir sur les routes avec un détective privé roublard qu'elle avait engagé parce qu'il n'était pas cher pour essayer de connaître son passé et va affronter les pires dangers, les pires tueurs et redevenir Charlie Baltimore, la tueuse qu'elle était pour le gouvernement, spécialiste d'opérations spéciales, quitte à en oublier sa fille, voulant laisser Samantha Cain et sa vie de famille derrière elle. Tu es un tueur qui travaille pour le gouvernement des États-Unis. Un tueur d'élite. La gamine bien sûr va être enlevée et la tueuse de mère va se lancer à sa poursuite pour la sauver. Samantha Cain d'ailleurs par son nom, Sam Cain, n'était pas un alias utilisé par Charlie Baltimore mais seulement une création de son esprit. Sam Cain était l'anagramme de amnésiaque au départ. Combien vous en avez dans ce genre-là? 3, un dans la poche intérieure, un dans la ceinture et un près des bijoux de famille. Produisant le film, Shane Black veut Renée Harlin qui lui va engager sa femme dans le rôle principal, bien que Sylvester Stallone ou Steven Seagal hurlent nom qui vont passer chez New Line. Parce qu'il est assez rare qu'un agent tripote ce genre d'endroit chez un autre homme. Harlin et Davis sont en train de terminer le tournage de L'Île aux Pirates et s'engagent sur le film en suivant. Un film au final extraordinaire, tant humain que cinématographique, qui sera filmé par 11 caméras, dont 6 au sol, protégées de la chaleur de la grosse explosion par des couvertures et des cartons. Une explosion qui sera si virulente que la moitié des caméras auront leurs objectifs atteints par les flammes et les images qui ne donneront que du noir. Renée Harlin n'en sera pas très heureux. Harlin va engager bien sûr Michael Kaplan au costume. Regardez sa filmographie, c'est la folie du Blade Runner de Ridley Scott en 82 au dernier Star Wars, en passant par les films de David Fincher. Et en directeur de la photographie, c'est Guillermo Navarro, le roi de l'image chez Guillermo del Toro, de Chronos à Pacific Rim. Il réalisera aussi le superbe épisode de la série Hannibal. Et pour terminer au montage, nous avons William Goldenberg qui calme tout le monde chez Michael Mann. Il sort juste d'ailleurs de Hit et fera certain Catherine Bigelow. Renée Harlin a beaucoup appris de l'échec de son film précédent et cherche en celui-ci le juste équilibre comme il le fera sur son film suivant Peur Bleue ou son cliffhanger en son temps que personne n'a oublié et assume complètement la violence qui s'y exprime, réaliste ou pas, même hors champ.
film de la trempe d'un au revoir à jamais est synonyme d'action et donc de cascade, et ce sera Steve Davison qui va s'en charger, un des plus grands et des plus fous à Hollywood. Allez voir aussi sa page IMDb, ça fait 1 heure de titre à donner que je ne ferai pas ici. Un film très difficile physiquement, déjà parce qu'il est tourné en plein hiver, à Toronto pour beaucoup, une des régions les plus froides d'Amérique du Nord au moment du tournage qui va se dérouler sur 5 mois, donc 14 semaines de nuit, de quoi fatiguer tout le monde. J'ai dit à gauche. Ton autre gauche. Renny Harlin est tellement enthousiaste lui qu'il motive par contre toute l'équipe technique et ses acteurs. La température ne lui pose aucun problème, étant finlandais, il connaît. Ce sont les acteurs qui vont sentir les températures passer puisque eux portent des tenues légères alors que les autres sont en doudoune. Plusieurs scènes vont être absolument dingues à voir à l'écran, par commencer par le saut d'un immeuble dans un lac gelé. Geena Davis et Samuel Jackson vont être harnachés et montés à 15 mètres de haut par une grue, puis ils sont lâchés en chute libre avec un système de décélération automatique qui les fait atterrir tranquillement sur un matelas. Puis, dans un deuxième temps, ils seront filmés en train de sauter d'1,50 m dans la glace précassée d'un vrai lac gelé 3 fois pour de meilleures prises demandées par Harlin. En effet, à la première, il n'arrivait pas à mettre la tête sous l'eau, puis la seconde, c'est le Sam qui n'y arrive pas pendant que Geena y va à fond, et la troisième, les deux acteurs réussissent la prise et sortent en hurlant, ils ont froid. À chaque prise, les deux loustiques foncent à leur caravane et plongent dans un bain chaud. Samuel Jackson subira un autre saut, mais celui-ci à l'horizontale, où il va être éjecté par une fenêtre suite à une explosion provoquée par Samantha Cain pour atterrir dans la neige en bas. Là encore, un harnais fixé à un gros câble qui traverse la fenêtre. Un verre pneumatique tire très violemment sur le câble et Sam passe au travers de celle-ci, étant faite de résine et de balsa. Il suffit d'effacer le câble ensuite en post-production et incruster l'explosion sur l'image. Je vous emmerde tous, espèce de sombre merde. Pas de grand film d'action, sans grand final explosif donc. Ici, un camion-citerne entouré d'hommes de main, d'un hélicoptère et nos héros sur ce pont. Une combinaison de cascades, d'effets spéciaux à la fois grandeur nature et de miniature. Comme quand le camion se retourne, une superbe maquette au départ, puis un vrai camion tracté par un puissant 4x4. L'accident de Samantha en début de film sera réalisé avec un cerf en animatronique créé par Gordon Smith, et la voiture va percuter l'arbre en étant elle aussi tractée par un 4x4. Le pare-brise explose avec des mini-explosifs et un mannequin est expulsé avec une catapulte. Pour les effets visuels, ils vont être supervisés par Jeff O'Koon, lui aussi pas un manche. Sans en avoir l'air, Au revoir à jamais comporte 292 plans à effets visuels, ce qui est assez fou sur un film d'action à l'époque, et certains restent même invisibles. Deux exemples d'effets que personne n'a remarqué, l'hélicoptère et le final à côté de l'actrice, l'appareil est incrusté après, et une scène assez folle dans une cuisine où une vraie cuisinière va découper carottes, tomates et j'en passe très très rapidement à la place de Geena Davis, en Samantha en début de film, et la caméra va remonter sur le visage de l'actrice par un morphing que l'on ne voit pas. Magnifique. Regarde ça. T'as vu ta mère? C'est bon, c'est bon. Encore. C'est bien sûr la séquence finale qui va demander le plus, des chutes du Niagara et le pont qui seront déplacés géographiquement pour que les plans soient plus harmonieux pour le réalisateur et qui donnent un décor superbe mais qui n'existe pas comme cela en vrai, mais ça assure le spectacle. Pour l'explosion qui va obliger nos deux héros à sauter d'un immeuble pour atterrir dans le lac gelé, l'écran bleu ne peut pas être mis en place. L'incrustation est donc choisie sur fond derrière et vont même intégrer les reflets des flammes sur les murs de l'hôtel. Un technicien suivait Geena Davis et Samuel Jackson avec une lumière orangée pour que cela soit raccord. Explosion qui sera filmée dans une maquette grossière de 12 mètres représentant le couloir de l'hôtel et peinte en noir pour pouvoir récupérer l'image des flammes plus facilement et le tout filmé bien sûr verticalement.
Brian Jennings est le producteur des effets créés par la société Todao Digital Image, spécialisée dans le son, et ils viennent d'ouvrir un département numérique. C'est avec cette dernière spécialité qu'ils vont travailler sur le film, travaillant surtout aussi sur le spectaculaire final. Une vue d'hélicoptère sur l'autoroute où le pont est numérisé, dont une voiture en image synthèse qui tombe du pont. L'explosion sera rendue aussi massive que possible et des traînées de fumée en 3D rendant le tout spectaculaire. Robert Wilcox est lui aux miniatures, dont le pont construit au 1/5, ce qui va donner quand même un pont de 45 mètres pour une hauteur de tablier de 9 mètres. Il y a aussi 3 parties distinctes, dont la centrale, qui va donner l'explosion la plus folle, avec des dizaines de trous dans la fosse chaussée, où tubes en plastique remplis d'essence, accompagnés de bombes à gaz propane, avec des charges directionnelles, vont créer tout ça. Ça va, Mitch? Tu es réveillé? Plusieurs stars féminines veulent bien sûr le rôle de Samantha Cain ou de Charlie Baltimore, mais quand l'homme qui réalise a une femme très bonne comédienne et extrêmement séduisante, il faudrait être idiot pour ne pas l'engager, d'autant que les bons rôles pour femmes sont rares à Hollywood. Attends, regarde ça. Geena Davis va donc fortement travailler son rôle pour passer de la gentille maman d'une petite ville à tueuse sans aucune sensibilité. Les séquences étant tournées dans le désordre, l'actrice va devoir puiser dans toutes ses ressources qu'elle a en elle pour passer de Samantha Cain à Charlie Baltimore en fonction des plans. C'est la même chose quand on déflore une vierge. Là... Quoi? Une quoi? Un logiciel informatique va aider avec des coupures de magazine afin de trouver le look final de Charlie Baltimore jusqu'au rouge à lèvres. Faut mordre une oreille. T'as jamais essayé? Non, je leur colle un pain et je leur chante une berceuse. Un personnage développé graduellement et progressivement nous montrer sa vraie nature sans jamais sombrer dans la caricature. Enfin, qui es-tu? Je suis Charlie, l'espionne. Geena Davis est sortie avec Jeff Goldblum sur le plateau de La Mouche de David Cronenberg et va épousailler le Rennie Harlin et continuer à lui faire confiance alors qu'ils sortent de l'échec cuisant de l'île aux pirates. Incarner une femme et 2 personnalités est un challenge, mais aussi un beau cadeau pour tout acteur ou actrice qui aime travailler son jeu. Un côté doux et chaleureux pour l'une et brutal et fort pour la seconde. Samantha va réussir à s'offrir une famille, ce que Charlie Baltimore ne pouvait pas faire, et cette dernière, en revenant à la vie, va devoir se faire une raison et accepter cette vie de Samantha au travers de sa fille, qu'elle ne connaît pas ou fait semblant de ne pas connaître. Je ne suis pas beau, je suis pas riche, et ma dernière pipe remonte à l'époque des sucettes à 1 sou. Elle veut même détruire cette maîtresse d'école qu'elle exècre et va devoir composer avec l'aide de Mike. Geena va passer des mois à étudier ces 2 personnages et en faire les siennes, même s'il est peu évident d'alterner sur le tournage les différentes expressions. Même au niveau de l'habillement, nous avons une Samantha aux habits très larges qui n'aime pas son corps et une Charlie qui montre tout sans s'inquiéter des regards. Un peu compagnie? Non, je te remercie, mais je tiens à rester vierge jusqu'au viol. Elle s'entraînera aussi pendant des mois, physiquement, avec un professeur par discipline, arme à feu ou arme blanche, patin à glace même, et son mari va la mettre dans le plus de séquences possibles, essayant le tout sans doublure, n'ayant aucun traitement de faveur. Pire, il va même la torturer dans une scène impressionnante de noyade où elle y est attachée à une roue, en petite tenue, et va réussir à la rendre érotique et brutale. Oui, j'ai bandé. Elle va aussi rencontrer un ancien officier des services secrets britanniques afin qu'il lui inculque la mentalité des commandos. J'ai parlé de Geena Davis bien sûr dans mes vidéos de La Mouche et de Beetlejuice dernièrement, et c'est Déborah Perret qui est à sa voix française. Parce que je suis un grand méchant enfoiré de... C'est le personnage de Mitch Hennessy qui va le plus ressembler à un personnage de Shane Black, et pourtant, c'est lui qui va détenir le changement le plus important. Et tu la ramènes, gros con, je peux t'assurer que tu vas passer 10 ans en taule de faire gentiment astiquer le rectum. En effet, dans le scénario original, Mitch Hennessy meurt. Mais après une projection test non satisfaisante, Rennie Harlin change la fin du film dans un final plus drôle et spectaculaire, la séquence s'avérait assez injuste pour lui. C'est comme ça! Vous me
tuerai pas, bande d'enfoirés! C'est le fabuleux Samuel L. Jackson qui va obtenir le rôle, un des acteurs les plus talentueux au monde et fabuleux ici. Il y a un très beau dessin où on a voulu représenter un pénis. C'est un bec, pas une bite. Il peut tout jouer, alterner drame et humour, et ce qui fait dans ce film de la meilleure des manières, un loser magnifique et drôle. Qu'est-ce que tu crois, pauvre naze? Ce sont bien sûr les dialogues de Shane Black qui vont le pousser à accepter le personnage, Jackson adorant parler au cinéma ou au théâtre, bien que Hennessy au départ est blanc dans le scénario. Il faudra donc réécrire et adapter les lignes de dialogue avec le choix de l'acteur. C'est l'histoire d'un mauvais garçon qui voulait... Il est ici bien sûr le comique de service, celui qui donne la réplique, la très bonne souvent, certains disent le sidekick, mais sur un film comme Au revoir à jamais avec des dialogues et des scènes pareilles, il est tout aussi important pour l'histoire qu'un personnage de buddy movie. Elle a appelé le magasin de vélos s'il n'y avait pas eu de vol. Dis-lui que je vole pas les vélos dans le secteur. Il aime son fils, mais son ex l'empêche d'en profiter, ce qui rend le final d'ailleurs chez Larry King d'autant plus drôle. Bonsoir Mitch, merci d'être avec nous. De rien monsieur, c'est un plaisir. On peut dire que vous avez vécu un réveillon de Noël. Un Mitch qui rigole bien au début, qui rigole beaucoup moins à la fin, toujours parfait dans ses mimiques de visage, notamment sur l'explosion finale dans la voiture, répondant drôlement, ne serait-ce que par le visage, à ce que lui dit la gamine. Il déteste l'hiver et va haïr les scènes de froid, il n'y a que ça pourtant, pensant que cela se passerait bien, et va déchanter très vite, il n'avait jamais ressenti ça de toute sa vie, notamment la plongée dans le lac. C'est que je suis ce qu'on appelle fidèle et constant avec les femmes. Il n'acceptera de le faire que parce que Rennie Harlin le demande à Gina Davis et que cette dernière accepte, sinon il aurait tout bonnement refusé. À New York, je suis fidèle et à Chicago, je suis constant. Il rigole en interview quand on lui parle de la scène de séduction entre son personnage et celui de Charlie Baltimore, puisque sur le plateau, il se dit que ça va être chouette d'embrasser Gina. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'attires, c'est plus fort que moi. Sauf que, il se fait plaquer contre le mur, entend le mari de cette actrice crier « Chope-lui l'entrejambe, embrasse-le, mords-lui l'oreille » et j'en passe, de quoi couper toute envie d'eux. Il va lui aussi s'entraîner avec des professionnels des armes, mais c'est pour désapprendre ce qu'il avait appris sur d'autres films, puisqu'en effet Mitch n'est pas très habitué et ne sait pas se comporter comme Charlie avec un flingue et doit donc avoir l'air idiot, une arme à la main. J'ai bien sûr parlé de l'acteur sur ma vidéo de Une journée en enfer de John McTiernan ou de Peur bleue de Rennie Harlin, et c'est Thierry Desroses qui le double ici. On s'est déjà vu quelque part? Je crois qu'on n'a jamais rien inventé de plus ringard. Rennie Harlin va insister pour que le méchant ait l'air d'un gars lambda, une tête normale et même beau gosse, bref, pas un Blofeld de James Bond ou un méchant classique. Effectivement, l'on pense à Michael Ironside ou Lance Henriksen au début, mais pour Timothy, Rennie Harlin va préférer Greg Bierko pour sa ressemblance avec Monsieur Tout-le-Monde, voire inspirer confiance. Je sais toujours quand on essaye de me mentir. C'est plus fort que moi. Personne ne connaît l'acteur, c'est son premier rôle, et il jouera dans des séries télévisées et quelques films au cinéma, dont Le Passif virtuel de Joseph Rusnak. Sympathique et rigueur, c'est un tueur implacable, très vicieux dans la première scène et celle d'un acte de torture où il semble y prendre beaucoup de plaisir. C'est le responsable du casting qui va proposer Bierko à Harlin et il est engagé suite à son audition. D'un sadisme assumé, il va faire de son personnage une véritable ordure complètement déjantée dont on voit à l'écran le plaisir de l'acteur à le faire. Un méchant au sourire satisfait, excepté face à Charlie qui va le décontenancer par sa capacité à aller au bout des choses. Et plus Charlie s'humanise, plus Timothy se déshumanise. Tellement heureux d'avoir été choisi, il va demander à Rennie Harlin de faire le plus de cascades possible et donc de se passer de doublure. Tu vas crier quand tu mourras. Je mens ou je dis la vérité. Moins 20 degrés, tenant un fusil sans gants en haut d'un hélicoptère, alors qu'il est sujet au vertige, il va néanmoins se régaler et nous donner le méchant qu'il fallait, nous donner d'ailleurs un regard incertain, le seul, celui où il doute, une merveille de plan, quand Charlie va lui expliquer que sa fille est la sienne aussi, seul moment, peu de secondes, où Timothy semble humain. Moment parfait qui prouve que, rien que pour ces quelques secondes, il était l'acteur qu'il fallait. C'est Maurice Decoster qui est à sa voix française. Bouge-toi les oreilles. Tu veux toujours un chien? Kathleen Kane, la fille de Samantha et par force Charlie, est interprétée par Yvonne Zima. Shane Black étant très capable d'intégrer les enfants à ses histoires, loin d'être chiant et con. C'est grâce à sa poupée remplie d'essence qu'elle et sa mère pourront se sortir d'une mort pourtant assurée. La vie, ça fait mal. Il faut que tu t'y fasses.
Elle a joué dans l'ultime décision de Stuart Baird, Iron Man 3 de Shane Black et sera Rachel Green dans la série Urgence. Kim Jalabert la double en français. Je ne fume pas, ne bois pas et ne jure pas. Al est le chéri de Samantha qui va devoir faire avec son désir d'en savoir plus sur elle et rester à la maison. Oh merde, eh oui, je bois et je fume. Un acteur qu'on a un peu vu au cinéma et qu'on a vu dans quelques séries. Bernard Lindot est à sa voix française. Ce chien et mon appétit sont malheureusement incompatibles. Mais enfin, Le docteur Nathan Waldman est un agent de la CIA et seul ami de Charlie Baltimore qui va essayer de se sauver. Malheureusement, il en paiera le prix fort. Ça va faire 3 heures que ce chien se lèche le derrière. Il a droit à plusieurs punchlines du meilleur effet, très drôles, voire absolument hilarantes, Pourtant, c'est une action qui ne demande pas plus d'1 heure. et vit avec sa femme et son infâme chien qui se lèche le fion tout le temps. Alors, je crois que ce qu'il essaye malencontreusement de déloger, Un homme intègre mais d'un sérieux à toute épreuve, connaissant les tenants et aboutissants des missions et le drame à venir. s'en est allé pour de bon, ou est destiné à rester. Brian Cox est un acteur que je vais rencontrer moi dans un des films de mon top 5, un des premiers pour lui, où il excelle en Hannibal Lecter dans Le Sixième Sens ou Manhunter en VO de Michael Mann, dont vous avez la vidéo sur la chaîne, bien sûr. Tu t'appelles Charlene Elizabeth Baltimore. Il jouera dans Rob Roy de Michael Caton Jones, Braveheart de Mel Gibson, La mémoire dans la peau de Doug Liman et sa suite, La mort dans la peau de Paul Greengrass et bien d'autres. On a sauté du 3e étage. Ah oui, c'est bien. Si vous êtes sage, demain je vous emmène au zoo. Il ne mâche jamais ses mots sur le monde du cinéma et de la télévision et a prédit la fin du ciné dans un futur proche dont la raison n'est absolument pas foireuse malheureusement. C'est le grand Benoît Alman, la voix de Morgan Freeman souvent, qui le double ici parfaitement. Charlie. Oh, ma chérie. Luc ou Dédale, Daedalus en anglais, est la marque qu'avait comme mission Charlie avant de perdre la mémoire. Une marque qu'il fallait tuer. C'est en allant le voir qu'il va être emprisonné et torturé, l'homme étant un de ceux à la base de la mission visant à faire exploser un camion dans le but d'avoir des fonds gouvernementaux pour combattre le terrorisme. Le problème, c'est que c'est le plus gros coup de ma carrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est le parfait et grand acteur David Morse qui interprète peu de temps à l'écran malheureusement ce personnage. On l'a vu dans Indian Runner et Crossing Guard de Sean Penn, L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, The Rock de Michael Bay ou Des mineurs de Catherine Bigelow. Et c'est Bruno Dubernac qui a sa voix française. Vu le genre de fille que vous avez choisi, vous ne devez pas rouler sur l'or. Et enfin, à noter dans de petits rôles, nous avons Melina Kanaka Redes Antrin, l'assistante de Mitch. Les mecs, attendez, écoutez-moi. J'ai une femme. C'est la première fois que je... Rex Lynn qui se fait piéger justement par elle et Mitch en début de film. hé, c'est fini. Et Alan North, l'ami de Samantha, qui meurt dans l'accident de voiture et qui jouera dans Highlander ou la série Police Squad entre autres. Lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée hier, a été félicité par le président. Et nous avons bien sûr à la fin Larry King, présentateur très connu d'un talk show américain dans son propre rôle et qui sur le final interviewe Mitch dans des réponses hilarantes. Nom d'un petit bonhomme. Rennie Harlin change très souvent de compositeur, ce qui nous permet à nous, fans de musique de film, d'avoir de grands noms en compositeur sur un genre musical que l'on adore, la musique de films d'action. Michael Kamen sur 58 minutes pour vivre, Trevor Jones sur Cliffhanger, John Damney sur L'île aux pirates. Ici, c'est Alan Silvestri qui s'y colle et c'est vraiment un plaisir pour les fans du genre. Parce que Silvestri en musique de film d'action, c'est Predator, c'est Abyss, c'est Predator 2, c'est Young Guns 2, c'est Ricochet, c'est Au Trouble, c'est Bodyguard, c'est La Nuit du Jugement, c'est Blown Away, c'est Juge Dredd, c'est Mort ou Vif, c'est L'Effaceur, c'est Le Retour de la Momie, c'est Van Helsing, c'est Beowulf, c'est G.I. Joe et le MCU. Alan Silvestri, c'est aussi du très bon vin, pas facile à trouver, mais que je vous conseille fortement. Pour ce Au revoir à jamais ou The Long Kiss Goodnight en VO, il va reprendre certaines rythmiques et textures orchestrales et électroniques de la musique qu'il avait écrite pour le premier Mission Impossible de Brian De Palma, mais qui avait été rejetée au profit de celle de Danny Elfman. Une musique qui, dès le thème d'ouverture, semble très mystérieuse et qui intrigue, comme l'histoire de Samantha Charlie. L'accident va commencer à partir sur le Glock avec ce pied qu'il déforme, comme on a pu l'entendre sur son Predator 2. Les cuivres ne sont jamais en reste chez le compositeur aussi, souvent très menaçants comme dans le film.
Samantha se fait attaquer chez elle jusqu'à la cuisine dans un passage ultra violent et qui va donner la possibilité aux musiciens de se lâcher sur les rythmes électroniques avec guitare, faite au synthé, aussi en sample, et de là, la musique va aller en évoluant et nous foutre une pression musicale tout en tension aussi, sans oublier un suspense réglé au millimètre. Le thème se balade tout au long des morceaux, comme quand Charlie commence à apparaître, quand elle découvre le fusil de sniper, et l'orchestre va vraiment se déchaîner dans la première grosse baston, celle de la gare, où les rythmes battent leur plein pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Les synthés rappellent souvent aussi le côté cool et fun du personnage de Mitch, et montrent qu'après tout, ce n'est que du cinéma. Un score agressif et excitant, pas des plus originaux, mais quand on aime le film, une musique que l'on écoute très souvent. Je vous l'accorde, seulement pour les petits filous. En effet, le CD sorti à l'époque, commercialisé par MCA Soundtracks, et qui contient davantage de chansons non originales qui ne sont même pas présentes dans le film que la musique de Silvestri. Il contient notamment Manish Boy de Muddy Waters, que le personnage de Samuel L. Jackson chante, mais ici avec des paroles modifiées que celles dans le film. Il faut éteindre la lumière. Heureusement, un CD promotionnel pour les uns, pirate pour les autres, c'est vous qui voyez, nommé Concorde 9930 Promo, contiendra la musique complète que le grand compositeur a donnée. C'est donc avec joie que j'accélère souvent en écoutant la musique dans la voiture. Une musique d'action absolument réussie, extravagante comme le film, et au final, particulièrement explosive, concluant la musique par le thème de Caitlin. Mademoiselle Kane ? Oui, monsieur le président. Alain Silvestri peut sembler peu inspiré pour certains, mais il est là, mais la couverture musicale du film, peut-être que le compositeur n'avait pas trouvé Au revoir à jamais intéressant. Effectivement, on lui préférera Predator ou Ricochet, voire Le retour de la momie, beaucoup plus fou, mais Dieu que ce long baiser de Bonne nuit fait bon à entendre et vieillit bien mieux que nombre de compositions sans âme d'aujourd'hui. Je t'avais dit que t'allais crier en mourant. Ils veulent m'exploser la tronche. Malgré des scènes d'action ultra spectaculaires, Au revoir à jamais est un film de personnages excellemment écrit par un Shane Black qui finalement n'a pas à rougir de son salaire. Des chiffres en demi-teinte certes, mais le spectacle est là dans des années 90 où la surenchère est reine, mais que l'on peut mettre en parallèle avec le volte-face de John Woo, préférant les personnages d'abord et le spectacle en plus. Je risque de plus être très belle après. Les films d'hommes dominent en plus le box-office et ce Au revoir à jamais ne démérite pas et surtout jamais ne nous envoie de message comme quoi la femme peut faire pareil. Non merci, on le sait, nous dit Shane Black, et c'est fait de façon tellement naturelle que c'en est génial et devrait servir d'exemple puisqu'il vaut 1000 milliards de discours à la mort moelle-neu. Elle court, elle brise des nuques, des nez, des gueules, elle tranche des gorges comme on le ferait un sandwich et surtout, elle jure comme un charretier. Que du bonheur. On la torture aussi, on la cogne aussi, mais elle tient bon, elle a la hargne, une vraie teigne, elle ne lâche rien, bien au contraire, elle en remontre. Rémi Harlin la monte sous toutes les coutures en plus, la filme superbement bien, il l'aime, il la désire, il le montre, il le partage avec nous, merci à lui. Et elle est parfaite surtout en méchante, une vraie saloperie par les actes et les paroles. En plus, le tout est filmé dans un très beau scope, un montage qui est très percutant et des scènes d'action hallucinantes, d'une fusillade en pleine gare au plongeon dans un lac gelé et ce final absolument hallucinant. Rémi Harlin est là et il va partir filmer son Peur Bleu après ce film extrêmement réussi. Gina Davis et Samuel Jackson sont bien sûr parfaits, comme chaque second rôle, ils sont légion, dans une complicité qui semble naturelle à l'écran. Hey. Je n'ai jamais rien eu à reprocher à ce film, je ne vais pas commencer aujourd'hui et j'en aurais même demandé une tranche de plus, voire quelques séquelles à foison en franchise hardcore et irrévérencieuse. Initialement d'ailleurs, la dernière page du script de Shane Black de 1994 stipulait qu'il y aurait une suite nommée The Kiss After Lightning. Le projet sera évoqué en 2007, sans succès malheureusement. Flanche pas maintenant, partenaire. Oublie pas qu'on est riche. Comme souvent chez Shane Black, c'est un 8 poils sur 6, surtout quand le choix technique est assuré derrière par un réalisateur au top de sa forme et des acteurs fous qui récitent les dialogues en y mettant le cœur et les burnes.
Même elles, oui, les burnes. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir des vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives inédits. La boutique est ouverte avec mugs, t-shirts, suites, tabliers de cuisine, je n'ai pas de Gina Davis, bref plein de choses et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit si vous le voulez, ça fait plaisir. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications et à bientôt pour du lourd, bye bye.